Faut-il succomber à la mode des tomates greffées? Voilà une question qu'il est légitime de se poser et qu'on va se poser tranquillement ici, puisque aujourd'hui, dimanche, je ne sais plus si c'est le 4 ou le 5 avril, mais enfin vérifiez, dimanche, enfin de nouveau, la vie reprend un peu. J'avais fait cette vidéo sur les stades phénologiques qui se concluait par Didier Bouche-ton-cul. Et puis il y a eu une période avec des températures très très basses le matin, -5, plusieurs fois -2, et relativement basses dans la journée par vent de nord-est, vent sec, desséchant, et des températures qui parfois plafonnaient certains jours à 7-8 degrés, d'autres à 11 degrés environ. Et donc tout s'était de nouveau figé, la floraison, les différentes plantes qui avaient commencé à produire des feuilles, et il a fallu lutter très très sérieusement pour essayer de contrôler les effets de ces gelées. Aujourd'hui, 20 degrés à peu près, hein. Et donc on est très très bien. Faut-il utiliser des tomates greffées? Pas comme souvent quand on se pose une question, la réponse, la bonne réponse, la réponse non dogmatique, la réponse non automatique, un petit papillon qui passe, la réponse qui ne fait pas de bruit, qui ne fait pas du buzz sur Internet, c'est ça dépend. Ça dépend. Dans mon cas, oui. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Le logiciel du potager du paresseux, c'est de faire fonctionner au maximum les organismes du sol, parmi eux les champignons, et parmi les champignons mycorhiziens, les champignons qui sont donc en symbiose avec la plupart des plantes sauvages, hein, les adventices ou légumes de mon potager. Et par conséquent, dès le début, il a été clair pour moi que je ne pouvais pas espérer le maximum de ce système basé sur cette activité biologique si j'empoisonnais un des partenaires majeurs, les champignons. Donc dès le départ, il a été clair qu'il n'était pas question que je traite dans ce potager avec la fameuse bouillie bordelaise, bien qu'elle soit labellisée et autorisée en bio. Pour une raison simple, le cuivre, les ions cuivre qui arrivent au sol, ils restent, s'y accumulent et restent efficaces, sont des fongicides efficaces, donc quelque chose qui va nuire aux champignons du sol. Non seulement aux champignons du sol, mais on sait aussi qu'à des teneurs un peu plus élevées, vers 150 ppm, donc parties pour million dans le sol, donc 150 mg par kilo de sol, ce sont aussi les vers de terre qui sont atteints. On sait que ça a aussi un effet bactéricide. Donc, j'ai décrété, c'est un des rares dogmes qu'il y a dans le potager du paresseux, qu'il n'y aurait jamais, jamais, jamais de mon vivant de traitement au sulfate de cuivre dans le potager du paresseux. Continuez de manger bio. Les résidus de sulfate de cuivre sur les tomates bio ne posent aucun problème de santé humaine, mais comme il m'arrive souvent de le dire et de le répéter dans mes conférences, un bon jardinier doit penser un tout petit peu plus loin que son ventre. Un potager, ce n'est pas seulement quelque chose pour remplir son ventre, ou alors l'homme est vraiment un petit penseur. Bref donc, pas de sulfate de cuivre. Et bien sûr, pas de fongicides de synthèse,
dont les fameux fongicides suspectés de bloquer l'activité des mitochondries, les mécanismes respiratoires qui pourraient se révéler extrêmement nuisibles du point de vue de la santé humaine. Donc, il faut cohabiter avec le milieu, il faut trouver comment je m'en sors, en sachant que, et j'incrusterai le panoramique, que je suis ici sur le flanc est d'une cuvette entourée de forêts. Et donc, le matin, le soleil émerge très tard, au-dessus des arbres qui auront des feuilles d'ici là, et au potager, même en plein été, je n'ai pas le soleil avant, je pense, on va dire 8 heures, heure d'été. Donc tard. En face, ils l'ont en été à 5h30 ou 6 heures au plus tard. Donc pression maximale du milieu. S'il fallait un endroit où on pourrait essayer des méthodes contre le milieu, c'est bien ici qu'il faudrait le faire. Donc une première étape, et je ne vais pas reprendre tout le contenu d'une vidéo qui est déjà en ligne depuis 2 ans, une première étape a consisté à installer ce tunnel anti-mildiou qui vise à protéger mes tomates de l'eau, puisque donc, quand on réfléchit bien, le mildiou a un point faible. Il a besoin de gouttelettes d'eau pendant un temps suffisant sur les feuilles pour pouvoir germer, s'installer, pénétrer dans la feuille. À partir de ce moment-là, le mal est fait et quoi que vous fassiez, ça va devenir difficile de ne pas lutter avec de la chimie. Donc tunnel qui pour l'instant a été débâché pour qu'en hiver il pleuve là-dessus et que le sol se remplisse d'eau. Il y a à peu près moins d'un mois, j'ai couvert les vieux pieds de tomates, les ficelles et tout ça, et là-dessous, j'ai couvert avec du foin neuf. Donc j'ai commencé à préparer cette zone. Je n'ai encore rien fait d'autre. Je prépare par ailleurs les plants dans des godets que je transplanterai ici. Sous mon climat, c'est souvent début juin. Et puis ensuite, ça pousse. Je laisse la lumière, en quelque sorte stresser un peu les feuilles des tomates, des expériences en Belgique ayant montré que ce serait plutôt favorable en matière de résistance des plantes au milieu. Les pieds de tomates qui ont été sous l'influence directe de la lumière du soleil et des UV semblent mieux résister au mildiou que ceux qui sont sous une bâche plastique ou derrière une paroi de verre. Il repasse mon papillon, si c'est le même, c'est peut-être un autre. Enfin, c'est la même espèce. Et voilà donc pourquoi j'enlève cette bâche, pour ces deux raisons. L'eau, je remplis l'eau du sol. L'eau qui se remplit dans le sol va permettre à mes vers de terre de fonctionner là en ce moment à l'automne, une fois que j'avais enlevé la bâche. Ça se ralentit en hiver parce que le sol est trop froid et là c'est en train de reprendre. Donc l'activité biologique est favorisée par le fait de débâcher. Et deuxième chose, donc, mes pieds quand ils seront petits et pas encore menacés par le mildiou, je préfère qu'ils soient sous le soleil direct, en quelque sorte, qu'ils bronzent un peu et qu'ils durcissent leur peau. Je pense que c'est une histoire de tanin et je vous invite à regarder une des vidéos de Marc-André Sellos sur cette question des tanins, ou de lire son livre en rapport avec les tanins. Et puis donc, rien n'est jamais parfait en ce bas monde. Donc ce qui aurait pu être une très bonne idée, qui s'est révélée très efficace en 2017,
qui en 2018 n'a eu aucune efficacité pour une raison simple, de temps ou dehors, il y avait très peu de mildiou cette année-là, ce n'était pas une année à mildiou. 2019, c'était moyen parce que j'ai eu beaucoup de condensation. Le temps de sécheresse a été chez nous lié à des variations extrêmes de température qui ont fait que pratiquement pendant tout l'été, le matin, dès qu'on avait fini la sécheresse, dès qu'il y avait eu les premières pluies, le matin, il y avait des condensations qui m'ont un peu contrarié et qui ont, bien sûr, qui se sont formées également sous le tunnel. Il protège de la pluie, il ne protège pas des condensations. Et donc, disais-je, presque tout a des défauts, je pense généralisés. Quelque chose de parfait n'existe pas, ce qui devrait être un précieux guide pour vous en matière de ce qui se propage sur Internet. Quand quelque chose est absolument phénoménal, extraordinairement incroyable, n'y croyez pas, c'est fort probablement une tromperie. Donc qu'est-ce qui se passe? Année après année, parce que cette structure-là, c'est une serre professionnelle de 6 mètres x 6 mètres, je n'ai pas envie de la déconstruire et de la déplacer, et donc je ne peux pas faire de rotation. Donc les tomates, depuis maintenant, j'avais déjà commencé avant que la structure soit en place, depuis donc 2016, oui, la saison 2016, déjà il y avait des tomates ici, et cette année en 2020, donc pour la 5e fois, si je ne me trompe pas, c'est une histoire d'intervalle, hein, 2016, 17, 18, 19, 20, 5 fois, il y aura des tomates. Alors qu'est-ce qui se passe quand on ne pratique pas des rotations? Très souvent, des parasites spécifiques commencent d'abord à s'installer. Comme ils sont très friands de tomates, l'année d'après, je remets des tomates, ils se développent. L'année d'après, je remets des tomates et ils explosent, hein, parce que ces trucs-là, c'est un peu comme le coronavirus, c'est en croissance géométrique ou exponentielle jusqu'à ce que ça rencontre des difficultés. Alors, quels sont ces parasites? En particulier, il y en a un spécialiste du sol qui sont des nématodes. Les nématodes sont des minuscules, hein, c'est millimétrique, vers qui ne sont pas annelés. Ce n'est pas une succession d'annelés, c'est ce qu'on appelle des vers lisses. Et donc ces vers lisses, certaines familles, sont des parasites des racines des plantes, dont les tomates. Et donc, si année après année, pour ne pas déplacer ce tunnel, je remets des tomates, je suis exposé, ça me tombera sur la gueule tôt ou tard, au risque donc de développement de ces nématodes qui provoquent un rabougrissement des racines. La tomate avec des racines blessées, sucées, piquées de toutes parts, se développe moins bien, le plant devient chétif et la production s'écroule. C'est très connu dans les serres, hein, chez les spécialistes, là dans le sud de l'Espagne. Et voilà pourquoi donc le greffage m'intéresse. On va changer peut-être un peu d'angle et je vais vous raconter l'histoire du greffage. Alors c'est quoi le greffage? Technique moderne qui fait peur. Quand on n'a pas les connaissances, on mélange avec les OGM, les hybrides, tout dans le même sac, tout est à rejeter, pas du tout. Le greffage, c'est vieux comme une partie de l'agriculture, enfin ça a 150 ans on va dire, au moins. Et peu de gens, notamment parmi ceux qui sont contre le greffage au motif que c'est quelque chose de moderne, peu de gens ne savent que c'est ce qui a permis de sauver la vigne. Si nous avons encore du vignoble en France après l'introduction du phylloxéra dans les années 1860, par là, le vignoble français et les cépages français
et européens par extension, hein, Italie, Espagne, etc., auraient disparu si certains n'avaient pas pensé au greffage. Il y a d'abord eu une vague d'hybridation, l'hybridation avec des cépages américains, puisque ce phylloxéra nous est venu des États-Unis. Et donc, l'hybridation a permis de créer des pieds qui étaient aussi résistants que les pieds américains, tout en ayant quand même des caractéristiques, on va dire organoleptiques, hein, de saveur de nos cépages à nous, de nos fameux Cabernet Sauvignon et compagnie, etc. Sauf que on n'a jamais réussi à les débarrasser de gènes qui donnent à ce qu'on appelle un goût foxé au vin. Fox, hein, en américain, c'est le renard, et les vins issus des cépages américains ont un goût de renard, d'urine de renard très exactement. Alors, je n'ai jamais goûté l'urine de renard, mais c'est ce que disent les spécialistes. Et donc, on a appelé ça le goût foxé, raison pour laquelle les Américains avaient voulu introduire nos cépages, et ils avaient toujours échoué. Ils avaient toujours échoué, on les a pris pour des mauvais agriculteurs. Pensez, viticulteurs du Bordelais ou de Bourgogne, ils ont méprisé ces pionniers qui ne savaient pas cultiver leurs vignes, qui ne savaient pas magnifier leurs excellents cépages, etc. Patatras, pas du tout. Il y avait aux États-Unis déjà à l'époque cette bestiole qui s'appelle le phylloxéra, et dès qu'on introduisait nos cépages à nous, hop, ils étaient ravagés, comme ça s'est produit lorsque par accident, on a introduit ce phylloxéra chez nous. Et donc, patatras, tout le vignoble a failli y passer. Première lutte, on crée des hybrides, ils sont résistants au phylloxéra, on reprend espoir, sauf que le pinard a un goût d'urine de renard. Alors, vous voyez notre Cabernet Sauvignon et compagnie, nos Syrah, tous nos valeureux cépages, nos Gewürztraminer, avec un goût de pisse de renard, quoi. Donc, en 15 ans de recherche, oui, ça a pris du temps. J'espère qu'on ne mettra pas aussi longtemps pour le coronavirus, mais ça a pris du temps. Voilà, donc c'était raté. Jusqu'au moment où, mais mon Dieu, c'est quand même simple, il y a ce qu'il y a dans le sol, le phylloxéra en Europe, parce que le phylloxéra est quand même compliqué, il s'attaque aux racines, il s'attaque aux feuilles, de façon très bizarre. Sur les vignes européennes, il s'attaque aux racines, qui est en quelque sorte leur point faible, et sur les vignes américaines, il vit plutôt sur les feuilles, et donc du coup, les pieds ne souffrent pas trop. Il y a un peu comme des galles sur les feuilles, et puis basta, ça n'empêche absolument pas la vigne américaine de proliférer. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, si dans le sol, on met le pied américain ou un de ces hybrides, celui-là même qui donne un vin dégueulasse, mais qui résiste, et si sur la partie aérienne, on arrive à établir par greffage nos cépages à nous, ça devrait marcher. Et effectivement, ça a marché. Et effectivement, donc, le vignoble européen existe encore et produit d'excellents vins à consommer avec modération, avec beaucoup de modération, même pas tous les jours, hein, et produit d'excellents vins parce que la partie aérienne, c'est notre plante à nous, avec ses gènes à nous, et la partie souterraine, c'est le plan américain, ou plus exactement un de ses hybrides, avec ses gènes à lui et ses qualités de résistance au phylloxéra. Eureka, le tour est joué. Dès lors que la greffe prend, on a une plante hybride, génétiquement composée d'hybrides américains dans le sol et génétiquement composée de nos cépages à nous pour la partie aérienne. Ce long chemin pour vous dire que c'est une technique traditionnelle très pratiquée.
Je pourrais faire un tout aussi long chemin sur les variétés fruitières. Aucune des variétés fruitières que nous cultivons ne sont des variétés stables. La cerise Burla est une cerise repérée par M. Burla tout à fait par hasard et reproduite depuis par greffage sur des sauvageons. Donc des porte-greffes issus de semis, des fois hybrides pour avoir des particularités. Toutes les variétés de pommiers, les golden, tout ce que vous pouvez connaître sont des plants greffés sur des porte-greffes. C'est vieux comme le monde, en tout cas depuis qu'on sait propager les vieilles variétés de pommes, de poires, de pêches, d'amandes, tout ce que vous voulez. Qu'y aurait-il de sulfureux aujourd'hui à faire la même chose avec des tomates? J'ai envie d'avoir des cœurs de bœuf, des stupices précoces, des roses de Berne, etc. Malheureusement, du fait qu'on a ancré toute la sélection sur le développement d'un fruit qui a du goût, on a un plant qui est plutôt tantôt chétif. Le cœur de bœuf, on a toujours l'impression qu'elle est en train de se dessécher. Elle a des feuilles qui ne sont pas très puissantes parce qu'elle est extrêmement mal armée pour trouver de l'eau, de la nourriture, etc. Pourquoi sulfater pour pouvoir faire les rotations de tomates et détruire progressivement l'activité biologique de mon sol partout, si j'ai une arme fatale contre les nématodes qui vont s'installer ici en cas de monoculture répétée de la tomate, arme qui est tout simplement de greffer mes bonnes variétés succulentes, celles qui m'intéressent, sur des porte-greffes qui sont aptes à résister à ces nématodes dans le sol. Pourquoi? Il n'y a aucune raison, c'est au contraire de l'agronomie extrêmement subtile qui consiste à se dire c'est très difficile de trouver la plante idéale. La plante idéale, le pied de tomate, puisqu'on parle de tomate, le pied de tomate idéal, ce serait quoi? Il serait bon et délicieux comme une cœur de bœuf, il serait résistant au mildiou comme une maestria ou une fandango ou je ne sais pas quelle variété, et il aurait un système racinaire puissant, insensible aux nématodes, etc. La biologie nous montre qu'il est impossible de courir 6 lièvres à la fois quand on fait la sélection. On arrive à en courir 2 ou 3, mais après, patatras. Quand on gagne d'un côté, on perd de l'autre. La nature est ainsi faite, c'est bien avant l'homme, ça remonte à l'origine de la vie. Tout organisme a des failles, a des faiblesses, sinon il aurait envahi le monde et il aurait tout colonisé et ça aurait été la fin de la vie sur Terre. Donc tout organisme a forcément des failles par lesquelles des parasites s'introduisent. Ces jours-ci, le coronavirus nous donne un bel exemple. Donc, ce n'est pas idiot de se dire mais je vais serrer les problèmes, je vais traiter la partie aérienne, objectif avoir des bons fruits, éventuellement si je pouvais avoir un peu de résistance au mildiou parce que le mildiou s'attaque par les feuilles et par les tiges, ce serait parfait et je vais complètement arrêter de me préoccuper de courir le 6e lièvre, le système racinaire. Et d'un autre côté, je fais une sélection sur quelque chose qui est un porte-greffe. Je m'en fous que ce soit buissonnant, tordu, que ça forme des petites tomates ridicules qui éventuellement sont amères, qui sont éventuellement toxiques, qui sont éventuellement immangeables. Je m'en fous complètement puisque cette partie-là, elle ne produira jamais de fruits, elle sera sous terre. Voilà le principe du greffage. Je crée un hybride. Hop, 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 hop. Temps mort, comme font les entraîneurs de basket.
Ça fait la deuxième fois que j'utilise de façon totalement inappropriée le terme hybride. Voilà, des fois, dans mon cerveau, il y a comme ça des mots qui trottent et qui reviennent de façon obsessionnelle. C'est d'autant plus dramatique qu'en agronomie, le terme hybride s'entend au niveau génétique. Donc un hybride est le croisement de deux lignées pures et donc est quelque chose au niveau génétique où on a les caractères de ces deux lignées pures qui se rejoignent dans ce qu'on appelle un hybride. Ici, dans ma tête, c'est composite que je voulais dire et j'ai déjà utilisé le mot un peu plus haut, le mot d'hybride, donc à tort. Hein, je parle là de composite, c'est-à-dire une plante qui a deux parties, une partie souterraine et une partie aérienne greffée dessus, qui génétiquement, je suis bien en train de l'expliquer là, mais je préfère être très très clair, n'ont strictement rien à voir. La génétique du porte-greffe ne diffuse en rien dans le greffon et réciproquement. Chacun de son côté garde sa génétique propre. Et donc, effacer, oublier ce terme d'hybride, penser plante composite, composée de deux parties greffées ensemble, comme on le dit si justement, c'est-à-dire collées ensemble naturellement, qui se sont soudées l'une à l'autre. Voilà. Avant de continuer, corrigez-moi. Au passage, vous voyez qu'il n'y a pas que le sureau pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur les pucerons qui sont arrivés entre-temps, hein, qui a payé cher. Ce yucca aussi a été taillé très très sévèrement. Enfin, il a passé l'hiver dehors et donc il a souffert du gel, mais il est en train de repartir. Hein. Donc lui aussi taillé pas à la tronçonneuse mais à la scie. Allez, on revient à notre greffage de tomates. La partie bien adaptée pour les problèmes qu'elle rencontre sous terre restera sous terre, sera décapitée, n'aura jamais de feuilles ni de fruits et gardera sa génétique. Il faut bien comprendre que les cellules ne se mélangent pas. D'un côté se développe la plante avec sa génétique telle qu'elle a été créée, et de l'autre côté, dessus, on aura la plante avec sa génétique. Si j'ai greffé une cœur de bœuf, j'aurai bien des cœurs de bœuf qui génétiquement seront 1000% des cœurs de bœuf, pas la peine de se faire des nœuds dans le cerveau. Et voilà donc pourquoi je greffe, après cette explication un peu longue, enfin que j'essaye de greffer cette année pour la première fois, puisque donc 5e année de suite, les tomates au même endroit. Si ce n'est pas cette année que ça me tombe dessus, ce sera l'année prochaine. Et donc, le greffage des tomates n'est pas très compliqué, c'est moins compliqué que le greffage des arbres fruitiers. Et donc, on va y aller. Si je rate cette année, c'est peut-être pas encore dramatique. J'aurai l'occasion de m'exercer, mais d'ici quelques années, il faut que je sois rodé si je veux continuer à produire des tomates délicieuses dans un environnement très agressif pour le mildiou et sans utiliser cette saloperie de sulfate de cuivre qui m'empoisonnerait tout le système vivant qui est mon sol. Pas le choix. Pas le choix. Pas de nœud dans le cerveau. Ce n'est pas quelque chose de moderne qu'il faut rejeter, à moins d'être un Khmer vert. Et je réutilise ce mot, c'est-à-dire d'avoir des pensées arbitraires a priori et non pas quelque chose qui résulte d'une réflexion allant vers un compromis. Il y a d'autres plantes que je ne greffe pas parce que je peux leur faire des rotations très facilement. Si je voulais multiplier des arbres fruitiers, il faudrait que je les greffe. Là, il y a un cerisier sauvage,
Bon, alors je viens toujours ici en tapotant un peu parce que il y a un an, je crois, ma femme a surpris ici un énorme serpent. Je pense que c'est la même couleuvre ou une couleuvre cousine de celle qu'on avait attrapée en bas. Donc ici, dans le bordel de cette haie, côté nord de mon potager, il y a plein de choses. J'espère qu'il y a un hérisson, je ne l'ai pas encore vu cette année. Mais en rapport avec le greffage, vous avez ici un cerisier sauvage. Vous avez très souvent de tels cerisiers sauvages le long des clôtures. Qu'est-ce qui se passe? Un oiseau qui a mangé une cerise, une excellente burla en haut, une excellente géant d'Edelfingen en bas. Après avoir digéré, s'est assis ici, a chié ici, le noyau s'est trouvé là et a germé pour donner donc un cerisier sauvage, ce que Chevènement en son temps avait appelé un sauvageon. Alors je l'utilise, comme vous pouvez le voir, je taille, tous les 2 ans, je récupère ces branches pour faire du BRF, donc je ne lui assigne pas d'autre rôle, mais si je voulais manger des bonnes cerises, il faudrait que je le greffe. Là, je vais avoir des cerises sauvages, vous croisez souvent lors de vos balades, je pense, ces cerises de petite taille, souvent succulentes, mais il y en a très peu de chair, etc. C'est normal. Les variétés de fruits, comme je viens de le dire, ne sont pas stabilisées. Et donc, quand on plante le noyau d'un excellent fruit, on n'a pas le même fruit. C'est pour ça qu'on propage les arbres fruitiers par greffage. Et donc, si je voulais, par exemple, là-dessus récolter des burlas, il me suffirait de retailler proprement et de greffer des greffons pris sur mon cerisier burla en haut. Le greffage de cerise n'est pas aussi simple. Il faut décaler les périodes, il faut mettre les greffons au frais, etc. C'est un peu plus délicat que ce que je vais évoquer par la suite, le greffage des tomates. Alors nous voilà donc au bas du verger et ce cerisier que j'ai évoqué, variété géant d'Edelfingen, une variété assez connue en Alsace, je ne sais pas si elle est aussi célèbre ailleurs, qui s'est bien développée. Et là, si vous prêtez un œil attentif, vous voyez très bien que l'écorce et même avec l'âge, la taille du tronc, donc la croissance, n'est pas la même en dessous de ce trait et au-dessus. Vous avez là une écorce plus rugueuse et vous avez une taille qui est plus importante. Vous avez là la marque du point de greffe qui illustre donc ce que je vous disais à l'instant. Porte-greffe qui génétiquement n'a rien à voir avec le greffon, donc les fruits qu'il porte, et qui génétiquement est toujours resté fidèle à lui-même. Donc là, vous avez une génétique, et là, vous avez l'autre génétique, celle qui donne ces excellents fruits qui font que j'ai acheté et cultivé cette variété-là. Donc, sortez-vous bien de la tête l'idée que lors du greffage est une sorte de mélange. Vous avez en fait donc un plant composite de moitié. Lui, ses qualités, ses propriétés pour lesquelles il a été choisi, et lui, la partie qui porte les fruits, qui a été choisie parce qu'elle porte des fruits intéressants, gros, excellents, etc. Et si je voulais donc greffer le sauvageon que je vous ai montré à l'instant, il faudrait que je prélève là-dessus des greffons sains pour transporter les gènes de cette partie qui m'intéresse sur la partie qui a poussé spontanément là-haut. Alors pour ceux qui aiment la philosophie, en réfléchissant
vous vous rendez compte que si je prends, on va prendre ça, c'est pas un bon greffon, mais on va dire, je prends ça, je le porte là-haut, je réussis ma greffe, il se développe et forme donc la partie aérienne de l'arbre qui est là-haut, et ce seront le même individu que celui-là, que j'aurai juste séparé en deux parties. Cette cellule-là qui restera ici et celle-là sont rigoureusement les mêmes, de la même génération. Et donc quand vous poussez ce raisonnement, vous vous rendez compte que par le greffage, en fait, on ne reproduit pas, on ne multiplie pas, pardon, ce n'est pas une multiplication au sens où on le fait avec des graines, c'est juste que j'éclate un être vivant. Et donc on arrive au fait que tous les cerisiers burla du monde entier sont en fait le même arbre éclaté depuis, alors je ne sais plus quand c'était, Première Guerre mondiale, burla, donc 100 ans. Hein. Vous pouvez fêter, tiens, le centenaire de vos cerisiers burla. Ils ont tous 100 ans dans le monde entier et c'est le même individu qui a été éclaté, 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 éclaté. Bon, pour quelque chose qui est issu de la guerre, être éclaté ainsi est assez curieux. Voilà, mais bon, on va peut-être se pencher maintenant sur le greffage des tomates après ce long détour, mais ça c'est pour amuser ceux qui trouvent que mes vidéos sont trop longues, quoi. Alors le cerisier du haut ici qui est en fleurs, donc là aussi on voit parfaitement le point de greffe avec une zone d'écorce assez rugueuse qui correspond à la variété qui a été greffée ici, qui est du burla, et l'écorce relativement lisse qui correspond au porte-greffe. Bon, je ne connais pas le porte-greffe qui a été utilisé, mais on voit très nettement ici à la fois à la nature de l'écorce et on voit aussi qu'il y a une différence de taille. La croissance de cette partie est légèrement plus vigoureuse, plus épaisse que le porte-greffe. Donc on a ce rétrécissement à ce niveau qui marque le point de greffe. Alors ici quelque chose que vous observerez souvent, enfin souvent, je ne vous le souhaite pas, mais c'est tout à fait possible sur un jeune arbre greffé qui est mort de je ne sais pas quoi, peut-être tout simplement la gelée, peut-être que la variété était un peu limite ici, voire un peu plus que limite. Et donc vous avez ici un point de greffage, là ce qui aurait dû être ou devenir l'abricotier, et ici le porte-greffe. Et du fait de la mort de ce greffon, cet arbre, on a des rejets au bas du pied, dont vous voyez qu'ils ont des épines exactement comme les pruneliers là derrière moi que j'ai éradiqués, hein, donc qu'on est là sur ce qui s'appelle des sauvageons. Hein, donc, alors je ne m'y connais pas assez en porte-greffe pour essayer de deviner ce que c'est, mais ça montre bien qu'on a une partie dans le sol qui n'a pas grand-chose à voir, si ce n'est que c'est de la même famille, en l'occurrence le même genre, c'est à ce coup sûr un prunus, mais c'est probablement pas un abricotier. Donc voilà, et ces rejets-là, n'essayez pas d'en faire quelque chose, sauf si vous voulez vous exercer au greffage, vous coupez les autres et vous laissez une tige jusqu'à ce qu'elle soit en deuxième ou en troisième année, et à ce moment-là, vous essayez de greffer dessus. Là, en l'occurrence, je vais m'en débarrasser
parce que sinon ça va devenir ici une friche de ce porte-greffe. Et ici, tout à fait la même chose, hein, sur ce prunier. Je crois que c'est une Quetsch d'Alsace, si je ne m'abuse, qui a fait exactement la même chose, bien que l'arbre ne soit pas mort. Ce porte-greffe, qui en quelque sorte a trop de vigueur, forme des rejets épineux que chaque année je taille. Probablement ici le point de greffe à ce niveau-là. Il n'y a pas de différence d'épaisseur. La croissance des deux côtés porte-greffe et greffon a été harmonieuse, mais on voit très bien que l'écorce n'est pas du tout la même. Ici, une écorce un peu lisse, comme peuvent l'avoir les cerisiers, et ici, l'écorce rugueuse, typique des pruniers. Alors voilà donc, pour la première fois, je me lance dans le greffage des tomates. J'ai donc préparé des plants porte-greffe. Hein, donc le porte-greffe, comme son nom l'indique, c'est celui qui va recevoir la greffe. Donc c'est celui qu'on va décapiter pour apporter la partie supérieure de ces pieds de tomates qu'on veut cultiver, sur lesquels on veut produire des fruits. Donc porte-greffe et d'un autre côté, donc ces greffons. Alors j'ai préparé des porte-greffes qui sont des hybrides F1 spécialement destinés à la production de porte-greffes, donc qui ont un certain nombre de caractéristiques, de résistance à des maladies, de vigueur, etc. Et comme de toute façon, ils ne vont pas produire de fruits, ils ne vont pas produire de graines, et par conséquent, cela ne m'ennuie pas que ce soit des hybrides. Alors encore un petit temps mort, même si la vidéo est déjà longue, je voudrais revenir sur cette histoire d'hybride. Donc un des arguments utilisés par ceux qui sont contre les hybrides, c'est le fait qu'on ne peut pas réutiliser les graines, ce qui, comme je l'évoque ici, dans ce cas-là, n'est pas à proprement parler un problème. Mais le deuxième argument qui revient en boucle, c'est le fait d'être dépendant des sociétés semencières. Et là, je voudrais aussi être très clair, hein, les deux échantillons, enfin pas échantillons, les deux paquets de semences que j'ai achetés, ça doit être une histoire de 6 € ou 7 €, quelque chose comme ça. Je vis une vie tout à fait normale. Vous voyez là, entre ma tablette fabriquée, allez, un gros mot, Microsoft, conçu par Microsoft, Bill Gates, milliardaire, fabriqué en Chine par des petites mains, HP, une autre marque, etc., clé MTech. Je vis dans un monde, en ce qui me concerne, dans lequel je suis dépendant. L'électricité qui alimente en ce moment ces ordinateurs-là, qui sont allumés, est produite par EDF à 70% par du nucléaire. Et je dépense environ mes factures d'électricité, j'ai réduit, je suis passé de 3500 kWh par an à 2400, 2300. Ça reste malgré tout quelque chose comme 500 € par an. Donc, résumons juste très grossièrement. 1000 € une tablette, 800 € ce portable. Celui-là, il est vieux, je ne sais plus combien il vaut. Électricité par an, chez moi, 70% nucléaire, une très grosse compagnie mondiale, EDF, 500 €. Vous pensez que je suis dépendant parce que j'achète 5 ou 6 € de graines hybrides? Il faut voir notre vie globalement. Le jour où il n'y aura plus que ces 5 ou 6 € qui m'enquiquinent, eh ben, j'en aurai fait du chemin, très exactement, je serai 2 pieds sous terre. Donc, voilà, je ne vois pas pourquoi ça c'est dramatique.
Et nos bagnoles, nos ordinateurs, notre électricité, notre machin, etc., ça, c'est pas un problème. Le blé qu'on achète, le quinoa importé du Pérou, ce n'est pas un problème. Donc il faut arrêter à un moment donné de confondre les petites allumettes et les énormes poutres. Je ne suis pas aveuglément, obstinément pour les hybrides, et notamment pas pour des raisons souvent invoquées d'augmentation de la production, etc. Mais je trouve que dans certaines situations, c'est agronomiquement une solution intéressante qui permet, par exemple, dans le cas qui me préoccupe, de maîtriser la problématique du mildiou sans empoisonner le sol, sans empoisonner les organismes vivants dans le sol. Il faut parfois dans la vie faire des compromis, choisir, alors j'allais dire entre la peste et le choléra, non, entre une piqûre de moustique et une piqûre de serpent. Dans mon cas, la bouillie bordelaise, c'est la piqûre de serpent mortel pour l'ensemble de mon système dans mon potager. L'utilisation d'hybrides et la dépendance que cela crée et toutes les questions éthiques que cela pose par rapport à des semenciers est une piqûre de moustique. Ça fait mal, ça énerve, mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Donc, porte-greffe hybride acheté dans le commerce, et d'un autre côté, donc, les greffons qui sont, alors chaque fois là, des variétés, différentes variétés. Là, je suis dans les précoces, donc il y a des stupices, il y a, je ne me souviens plus, hein, tout est étiqueté. Une des difficultés d'ailleurs va être de ne pas se gourer dans l'étiquetage après le greffage. J'ai eu un petit problème. J'ai suivi des conseils que j'ai lus sur Internet et j'ai donc fait les porte-greffes en avance par rapport à mes greffons. Top, 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 top. T'en mords encore? Mon Dieu, qu'est-ce que je peux être parfois distrait. Donc j'avais lu cette histoire de décalage et bien évidemment c'est le porte-greffe qu'il faut semer en retard, particulièrement quand on utilise comme porte-greffe une tomate cerise ou même une tomate groseille, tellement elle est petite, qui s'appelle Petit Moineau. Qui est d'ailleurs, chose tout à fait curieuse, hein, une espèce différente que celle de nos tomates, de nos variétés habituelles des tomates. Ce sont tous les deux des plantes du même genre, Lycopersicon en latin, mais la Petit Moineau est une Pimpinellifolium, alors que les tomates que nous mangeons habituellement sont des Esculentum. Donc, Lycopersicon esculentum, qui veut dire celle qu'on mange, hein, succulente, et l'autre est une tomate buissonnante, assez vigoureuse, à croissance, on va dire, extravagante. Et donc, quand on utilise ce porte-greffe-là, il faut semer le porte-greffe non pas en avance, comme je l'ai fait comme un con. Oui, ma femme n'aime pas quand je dis con, mais quand il s'agit de moi, je peux bien dire que j'ai été con. Si j'avais réfléchi 3 minutes, je me serais rendu compte que c'est le porte-greffe qu'il faut cultiver en décalé et légèrement en retard pour que les tiges aient la même taille au moment de greffer. Et donc là, je me suis tiré une balle dans le pied. Mes porte-greffes, donc, qui sont des esculentum, c'est-à-dire des tomates normales, bien qu'hybrides, ont très vite, se sont bien développées, ont été bien vigoureuses, et les variétés que je voulais greffer dessus ne les ont jamais rattrapées. Et donc, pour ralentir la croissance de mon porte-greffe, je leur taillais les feuilles pour essayer d'ajuster un peu la taille des tiges au moment de la greffe.
Et donc, très vite, la différence de vigueur était tout à fait considérable et je risquais de ne pas pouvoir faire coller les tiges relativement frêles de ces greffons sur les tiges trop costauds de ces porte-greffes. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ça se voit assez bien ici. En fait, ces derniers temps, je taillais très sévèrement ces porte-greffes pour fortement ralentir leur croissance, le temps que les greffons les rattrapent un tout petit peu. Donc j'ai coupé carrément des feuilles et donc ils sont un peu estropiés, mais pas de problème puisque, on va voir ça tout de suite, tout ça va être décapité. Voilà donc un des petits problèmes rencontrés. Donc l'année prochaine, je ferai différemment. Alors en dehors de porte-greffe, greffon, qu'est-ce qu'il vous faut? Un instrument extrêmement coupant. Il faut couper proprement pour éviter de déchirer. Donc le couteau par exemple est quelque chose qui manque de tranchant, donc on abîme davantage l'endroit où on coupe et par conséquent les tissus étant abîmés, la fusion, la greffe prendra moins bien. Et puis ensuite ces clips pour retenir les deux parties ensemble. Et c'est à peu près tout. Alors la première chose consiste à décapiter le porte-greffe en dessous de ces feuilles cotylédonaires. C'est quoi les feuilles cotylédonaires? C'est celles qui sortent de la graine, c'est ces deux premières feuilles qu'ont la plupart de nos légumes et qui sont significativement différents, en général beaucoup plus simples que les feuilles, les vraies feuilles que la plante construit ensuite. C'est typique chez la tomate où on a des cotylédons très allongés, très simples, parce que c'était replié dans le germe. Donc vous voyez une graine de tomate, vous imaginez l'embryon de la feuille replié là-dedans. Bien évidemment que la nature n'a pas fait quelque chose de complexe comme elle le fera avec les feuilles que le pied de tomate va produire lui-même. Et donc on coupe toujours en dessous de ces feuilles cotylédonaires pour une raison très simple qu'on voit très bien sur ce plan-là. À l'aisselle de ces feuilles cotylédonaires, là où cette feuille rejoint la tige, il y a des bourgeons qui sont susceptibles de former de nouvelles branches, en quelque sorte, ce qu'on a tendance à appeler des gourmands. Essayez de comprendre pourquoi on appelle ça des gourmands. Les feuilles font de la photosynthèse, produisent des sucres et nourrissent une plante. L'homme, dans son anthropomorphisme, c'est-à-dire de projeter sa façon à lui de ravager le vivant, a appelé ça des gourmands, pensant qu'ils bouffent. Alors effectivement, ils reçoivent de la sève brute, de l'eau et des minéraux pour faire de la photosynthèse. Ils ne sont pas du tout en train de gloutonner le pied de tomate, ils sont en train de le nourrir. C'est donc exact l'inverse de ce que pense l'homme quand il se projette en appelant ça des gourmands. Petite parenthèse en passant. Donc vous avez là des ramifications, des bourgeons qui peuvent faire des ramifications secondaires. Si vous décapitez au-dessus, le greffon que vous allez mettre va peiner pendant 8-15 jours à établir la jonction et automatiquement, comme quand vous pincez un légume, ces bourgeons vont se développer et vous risquez d'avoir des branches qui sont donc, on va dire, le sauvageon quand il s'agit d'une tomate sauvage ou assez sauvage utilisée comme porte-greffe, ou ici l'hybride qui a été sélectionné pour ses caractéristiques de résistance aux maladies, d'exploration du sol,
et qui fort probablement produit des tomates immangeables, ridiculement petites, etc., puisqu'on s'en foutait. Et donc, toujours, retenez, décapité en dessous. Alors, mes trucs, mes pieds sont bien trapus parce que je les sortais au soleil tous les jours. Et par conséquent, je vais couper juste en dessous pour encore avoir assez de hauteur pour mettre ma petite bague de greffage. Allez, vous assistez en live au premier greffage de tomates de ma vie. Donc, clic, je décapite et l'affaire est conclue. Alors, je vais faire comme toujours, quand je ne sais pas, est-ce que c'est mieux de couper comme ça, on va dire à 90 degrés, ou est-ce que c'est mieux de couper en biais? Donc, quand j'ai un doute, je fais ce que j'appelle des essais toutes choses égales par ailleurs. Donc, je vais en faire une moitié décapitée comme ça et une autre moitié décapitée en biais à 45 degrés et je verrai si le taux de réussite est différent, sachant que ce sont les mêmes porte-greffes et à peu près les mêmes greffons et que tout ça est fait le même jour. C'est l'exemple même d'un essai toutes choses égales par ailleurs. Et donc, on va prendre là, je vais prendre un porte-greffe, je remettrai les étiquettes plus tard. Donc, un porte-greffe ou au contraire, je décapite juste en dessous, puisque là, s'il y a des gourmands qui poussent, tant mieux, c'est que mon pied sera trapu et c'est la variété que je vais cultiver. Donc, ces ramifications vont produire les tomates que je veux produire. Donc là, même chose pour cette première série, je décapite à l'horizontale et voilà donc mon greffon. Tête du porte-greffe passe à la poubelle et mon greffon, je vais le mettre maintenant sur le porte-greffe en essayant d'avoir, ce qui est absolument capital, un contact, un excellent contact entre ce porte-greffe. Alors malheureusement, mais j'ai attendu un peu trop et donc j'ai déjà du mal à rentrer les tiges dans ma petite bague. Voilà, une première leçon que je vais retenir. L'année prochaine, j'achèterai des bagues plus épaisses. Je ne vois pas bien. Donc, voilà. Et donc, ce qui est absolument capital, c'est de s'assurer qu'il y ait un très bon contact. Donc, de bien appuyer. Parce que si le contact ne se fait pas, bien évidemment, la greffe ne pourra jamais prendre. Donc, c'était un porte-greffe parce que j'ai deux variétés de porte-greffe, numéro 4. Et tout de suite, je transfère l'étiquette. C'est la tomate 151. Donc, cette variété dont je ne me souviens plus est référencée. Et donc, je saurai que c'est du 151 sur du 4. Voilà, je viens donc terminer une première série avec coupe horizontale. Je vais sur cette deuxième série avec un autre porte-greffe essayer la coupe en biais. Alors cette deuxième variété, bien que les semences soient de même origine du même semencier, là je n'ai eu que 5 plants sur 7. Il y en a un qui est sorti très tard et qui est chétif. Et il y en a un là qui est microscopique au stade où je vous parle. Donc là, il y avait une différence dans la qualité de la semence. Donc, est-ce que ça va influencer le résultat?
J'aurais dû encore mieux panacher, mais bon, peu importe. Donc, coupe en biais à 45 degrés. Et donc, il faudra aussi veiller à couper le porte-greffe en biais et à les emboîter l'un sur l'autre en gardant bien sûr le même angle. Le principe étant d'augmenter la surface de contact. Plus on coupe en biais et plus il y a de surface en contact. Voilà, donc j'ai décapité celui-ci. Je vais en prendre un qui est bien développé, celui-là, que je coupe en biais avec le même angle. Hop. Je ne l'ai pas montré sur les autres, sur l'autre bout de film, mais comme pour les plans, quand je repique des salades ou des choses comme ça, j'habille un peu ce greffon, c'est-à-dire que j'enlève une partie des feuilles, partant du principe qu'il lui faut bien un tire-sève, c'est-à-dire quelque chose qui évapore de l'eau et qui va inciter à aller chercher la sève au contact du porte-greffe, mais en même temps, si on laisse une grande surface foliaire, ça va évaporer trop d'eau alors que l'approvisionnement n'est pas garanti. Et donc, je fais l'hypothèse, ça se vérifiera ou ça ne se vérifiera pas, que cette réduction de la surface foliaire permettra de préserver le bourgeon terminal ici. Et puis plus tard, lorsque la connexion sera faite, je pense que très vite, des gourmands vont se développer à l'intersection de ces pétioles privées de feuilles et de la tige, puisque j'ai fait ce qui correspond à un pincement, c'est-à-dire à supprimer une partie végétative. En général, toutes les plantes réagissent en libérant des bourgeons qui sont ici à l'aisselle de l'insertion de ces feuilles et qu'on appelle des bourgeons axillaires pour cette raison. Alors je baratine, du coup il ne faut pas que je perde le bon angle, sinon évidemment cette taille en biseau n'aura servi strictement à rien. Alors, donc celle-ci est comme ça et par conséquent celle-là va rentrer comme ça. Je vérifie toujours si le contact est bien réalisé, ça c'est absolument fondamental. S'il n'y a pas contact, les deux tissus ne peuvent pas fusionner, la greffe ne peut pas prendre. Voilà, donc je vais terminer. Pas oublier l'étiquette pour savoir ce que c'est. Donc je vais terminer ces 4 plans là qui me restent de cette série. Je garde à tout hasard ces moignons. J'ai déjà vu sur des tomates gelées des rejets qui se forment à partir du sol. Donc peut-être qu'avec 15 jours de retard, bien sûr, mais comme j'avais avancé le semis, ces plants-là vont rejeter. Et s'ils rejettent, je les mettrai en comparaison en culture, c'est-à-dire je comparerai le développement, la résistance aux maladies, etc. des plants greffés par rapport aux plants greffés. De toute façon, je garde systématiquement un témoin de chacune des variétés. Donc je ne greffe que 3 sur 4 pour avoir systématiquement un témoin non greffé dans ma recherche de vérifier est-ce que c'est quelque chose de vraiment intéressant, est-ce que c'est un peu intéressant, est-ce qu'il n'y a pas une grande différence ou est-ce qu'il y a une énorme différence. Vous le savez, je ne crois pas ce que je vois sur Internet parce que je vois tellement de conneries que je préfère essayer par moi-même. C'est bien plus intéressant de faire ces petits essais, de perdre un peu de temps, mais comme j'en gagnais tellement à ne rien faire,
et de découvrir par soi-même plutôt que de croire des raconteurs d'histoires. Ne me croyez pas, essayez. Alors voilà donc l'étape finale. Hein. Donc j'ai mis dans le fond de ces bacs de l'écorce. Je voulais mettre des pouzzolanes ou des billes en argile, j'en ai pas trouvé. Et donc l'écorce fera bien l'affaire. Et puis ensuite, donc une couche d'eau. Le principe, c'est que cette eau s'évapore, hein, que ça maintienne l'atmosphère humide dès que j'aurai mis le couvercle dessus, sans que le porte-greffe qui est dans cette partie du pot soit complètement noyé, complètement asphyxié par un excès d'eau qu'il y aurait dans le fond de cette mini-serre. Et donc, très très important, bien entendu, là-dessus, mettre le couvercle pour confiner l'atmosphère, hein, c'est-à-dire pour garder toute l'humidité là-dedans. Et en fermant, bien sûr, ces systèmes d'aération. Alors, je me suis payé le luxe de ces mini-serres. Certains utilisent tout simplement des bouteilles emboîtées les unes dans les autres. Le principe étant toujours de réaliser une atmosphère confinée, c'est-à-dire que de la vapeur d'eau s'évapore et reste là-dedans. Hein. C'est cela qui va éviter que le greffon, qui pour l'instant n'a pas encore réalisé la jonction avec le porte-greffe, ne se dessèche. Bien sûr, confinement, hein, les tomates aussi sont confinées à l'intérieur et à un endroit où le soleil ne tape pas là-dessus. Il ne s'agit pas d'exiger de ces feuilles qu'elles n'évaporent de l'eau, elles en sont incapables. Donc au soleil, cela finirait immanquablement en foin avant même que la jonction, c'est-à-dire la rencontre et la soudure des deux tissus ne puisse se faire. Donc vous mettez ça pendant quelque temps à l'obscurité, pas à l'obscurité, mais pas à la lumière directe. Hein. Donc ici, dans le salon, on est contre ce mur côté sud, et donc la porte vitrée qui est à ma droite, là, il n'y aura jamais le soleil qui rentrera là-dedans. Et puis donc quand, au fur et à mesure, je verrai que les greffes commencent à prendre, commencent à se rafraîchir, j'exposerai au fur et à mesure de plus en plus à la lumière pour rétablir le fonctionnement normal. Voilà, donc suite dans 8-15 jours, on va suivre ça. Pour l'instant, il n'y a qu'à attendre et voir si ça n'a pas raté. Au passage, si vous voyez les greffons qui font un peu la tête, tout cela est parfaitement normal. N'oubliez pas, ils ne sont pas alimentés en eau. Allez, je vais les découvrir pour filmer ça en gros plan. Jeudi 23 avril, il me semble. Depuis que je suis confiné, je ne regarde plus du tout ni les calendriers, ni mon agenda. Et par conséquent, je ne sais plus trop quel jour on est, ce qui montre qu'on peut très bien vivre sans se préoccuper de savoir quel jour on est. Petit retour sur mon opération de greffage de tomates avant d'en transplanter quelques-unes. Eh bien, que vous dire, 50-50, 50-50. Donc, allez, on va prendre la vieille manie des profs. 10 sur 20 peut mieux faire. Donc, bon, j'avoue que j'étais un tout petit peu impatient et donc j'ai de temps en temps ouvert alors que c'était censé être confiné.
j'ai assez vite mis les plantes convalescentes à la lumière. Comme je suis distrait un jour, je les ai oubliées au soleil pour le lendemain les laisser dehors durant la nuit, une nuit où on a frisé les gelées. Donc je n'ai peut-être pas été très ou assez précautionneux. En tout cas, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Ceci étant dit, un certain nombre de plans là sont tout à fait corrects. Hein. Voilà, ces 6 là. Donc sont bien partis. Chez certains, la floraison commence. Hein. Je rappelle que ce sont des variétés, toutes des variétés précoces. Étiquetage, ce qui n'est pas dans mon habitude, mais donc le porte-greffe, le greffon, et pour ne pas avoir à chaque fois à ressortir mon cahier, je l'ai carrément cette fois-ci là noté. Donc ça c'est par exemple une Bloody Butcher sur un porte-greffe Protector. Alors ces 6-là, on va dire réussite. Celle-là, en souffrance, mais donc est en phase d'endurcissement là dans la serre depuis quelques jours et va sûrement s'en sortir. C'est encore une Bloody Butcher sur Protector. Et puis là, c'est tantôt complètement mortibus. Bon, ça n'a jamais levé, on va l'écarter, il n'est pas dans les statistiques. Voilà, là, il y en a qui sont morts de chez morts. Et il y en a dont je ne sais pas s'ils vont se refaire une santé, peut-être celui-là, peut-être celui-là. J'en suis pas certain du tout, mais j'ai décidé maintenant de les sortir dans la serre, de les arroser normalement. Si ça veut crever, ça crève, c'est leur droit le plus strict. Et si ça veut pousser, ça n'a qu'à se décider à pousser. Donc on va dire à ce stade, comme je vous l'ai dit, 6 échecs pour 7 réussites, 10 sur 20. On fera mieux la prochaine fois. Sachez donc que sans précaution particulière, on peut obtenir un résultat tout à fait honorable. Hein. Il suffit de prévoir un peu large. Hein. Si vous voulez avoir 10 plans greffés, ben, vous tentez 20 plans et pratiquement sans coup de main particulier, vous devriez réussir le greffage dans une proportion qui n'est pas une catastrophe. Au passage, ben, très bien. Hein, vous voyez que je ne suis pas un magicien. Alors si j'étais malin, bien sûr, il serait très facile de truquer, hein, de ne vous présenter que ces 6-là et de vous faire croire que je suis un jardinier exceptionnel. Ben non, je suis un jardinier qui tantôt rate. Celui qui ne rate rien, j'y crois pas beaucoup. Alors si, dans un mode de jardinage totalement artificialisé, hein, donc avec tout ce qu'il faut comme pesticides, comme engrais, comme solutions nutritives, comme protocole, donc ce que j'appelle moi le jardin sous perfusion. Hein, donc ça oui, là vous pouvez réussir à 100%, vous pouvez même prévoir à 8 jours près à quel moment les tomates vont produire. C'est ce qui se passe dans les serres, même bio, hein, ne vous faites pas d'illusions. Non, non, moi je suis un jardinier tout à fait normal, appelez ça un branlicoteur comme vous voulez. Je réussis un certain nombre de choses, heureusement, sinon je serais découragé. Et puis de temps en temps, j'en rate une, et puis de temps en temps, je réussis à moitié. Voilà, s'il était besoin de faire mon anti-pub, et ben voilà, vous l'avez. Je la fais moi-même, comme ça, je n'ai pas besoin des mecs qui critiquent, qui produisent des critiques absolument nulles, quoi. Vaut mieux faire le boulot soi-même, comme ça, il est bien fait. Je ne suis pas un magicien du potager, voilà, c'est dit. Et on va, les plus costauds, là, je vais les transplanter en vis-à-vis de la même variété non greffée pour pouvoir dans les semaines et les mois qui viennent, comparer à la fois productivité, résistance à des maladies éventuellement, donc maladies du sol,
et aussi précocité, hein, combien de temps ça a pris du retard par rapport à ce qu'on appelle donc un plan France sur pied, c'est-à-dire quand je sème par exemple, ça c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai déjà dit? Une Grégory Altaï. Donc quelque part, j'ai une Grégory Altaï qui a été semée et qui a poussé. Donc les racines et la partie aérienne sont du Grégory Altaï. Donc ça, c'est un franc sur pied. Et je vais comparer. Résultat dans 3 mois, si je n'oublie pas, sinon rappelez-le-moi. Alors, un petit détail dans ceux qui ont échoué, là, qui ont crevé. Dans un cas ou deux, la soudure s'était faite. Hein, là, je peux tirer dessus. La soudure était faite, mais ça n'a pas empêché le plan de dépérir. Donc, il y a eu un dessèchement du haut du porte-greffe pour des raisons que j'ignore. Dans 2 autres cas, là, la soudure n'était pas faite. Donc là, on comprend bien. Il y en a un d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais où après coup, 8 jours après avoir fait la greffe, j'ai vu que les 2 parties n'étaient pas bien en contact. Alors est-ce qu'en les déplaçant, j'avais accroché un tout petit peu et détaché les 2 parties, donc greffon et porte-greffe, parce que normalement, j'avais fait très attention de bien les appliquer systématiquement. Donc je pense que l'accident est arrivé après. Allez, pour l'instant, on va s'arrêter là. Ciao et à dans 6 mois. Bon, peut-être pour résumer un peu mieux, premier point, j'espère que vous l'avez compris, que pour moi, le greffage est une technique parmi d'autres. Et là, des avantages, notamment donc celle de créer ces individus composites avec un système racinaire puissant, capable d'explorer, résistant à certains parasites et garder la partie aérienne d'une plante qui serait plus fragile. Pour moi, rien de controversé, rien non plus à idolâtrer, ni à rejeter, ce serait être con, ni à idolâtrer ou à favoriser comme quelque chose de miraculeux parce qu'actuellement, c'est le must dans les jardineries. Dans les jardineries, on fait du chiffre d'affaires. Et tout ce qui permet de faire du chiffre d'affaires va être promu avec un argumentaire qui va avec. Donc, je ne suis ni pour, je ne suis ni contre par principe. Dans mon cas, ayant opté pour ce tunnel que je ne veux pas déplacer, je suis amené à cultiver la tomate sans rotation et donc me pend au nez ces problèmes sanitaires dans le sol. Je reviens à ces questions-là, c'est une problématique de nématodes dans le sol. Je n'augmente en rien la résistance de mes plantes, de mes tomates au mildiou. La résistance au mildiou sera celle liée à la génétique qu'il y a sur la partie aérienne de la plante. Si j'utilise un hybride extrêmement résistant comme Fandango, comme Maestria, j'aurai une bonne résistance. Si j'utilise telle ou telle variété sensible, j'aurai une grande sensibilité. Les bonnes années, je compte sur ce tunnel pour me préserver. Donc ça, c'est le premier point. Ça n'a pas de sens de façon systématique, mais dans mon système, je bute sur un problème sur lequel il existe une solution qui ne soulève pas de problème majeur. Deuxième point que je n'ai pas souligné, donc à la fin, vous l'avez vu, un résultat mitigé, qui n'est pas catastrophique. Quand vous faites vos semences vous-même, tentez 20 greffes ou pour avoir 10 plants greffés au bout, où est le problème?
Bien entendu, en jardinerie, ces plants greffés coûtent nettement plus cher et là, évidemment, on peut hésiter. J'espère vous encourager plutôt à tenter le greffage vous-même. J'ai évoqué un tout petit peu la question de couper les pieds droits ou en biais. Par la suite, j'ai perdu de vue un peu cet aspect, vu qu'il n'y avait pas tant de pieds que ça. Statistiquement, ce n'était pas significatif. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun avantage, mais ce n'est qu'une impression, à greffer en biais. C'est quand même assez délicat de bien mettre l'un sur l'autre. On est très facilement un peu de travers, et donc il m'a semblé que quand c'est à plat, là, c'est fastoche. La troisième chose et le troisième commentaire que je voudrais faire, c'est que le fait d'avoir un peu habillé les greffons, c'est-à-dire de leur avoir réduit les feuilles, je ne pense pas du tout que c'était une bonne idée. Je pense même que c'est une des raisons qui a pu conduire au dépérissement du greffon alors que la soudure s'était faite. J'ai négligé ou j'ai zappé un peu le fait que ce greffon doit assez vite nourrir le porte-greffe. Et donc, si je réduis sa surface foliaire, je réduis aussi sa capacité de photosynthèse et donc sa capacité à nourrir l'ensemble. Donc, fausse bonne idée. Dans l'atmosphère confinée de ces mini-serres ou dans des bouteilles en plastique, les greffons ne perdront pas toute leur eau. Je ne recommencerai pas. Enfin, au passage, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je gardais la souche, hein, là où j'avais prélevé le greffon, dans l'espoir qu'il y a des rejets. Cet espoir a été vain. Hein, toutes ces souches ont progressivement dépéri, pour une raison qui me paraît finalement, là aussi avec le recul, assez évident, c'est qu'ayant coupé au niveau des cotylédons, il y avait peu de chances qu'il y ait des bourgeons dormants. Voilà donc pour ce petit complément. J'ai encore de la marge de progression, mais vous pouvez déjà, avec ces 2 ou 3 idées, lancer vos propres expérimentations. Et là, définitivement, ciao.